Théo est un roturier laid qui est trop faible pour sauver sa ville d'une attaque. Cependant, lorsqu'il forme un contrat avec un puissant mage qui fait de lui un seigneur de guerre, il commence immédiatement à accumuler des corps sur le champ de bataille et dans la chambre. Tout commence lorsque la guerre entre deux pays touche à sa fin grâce au mariage de leurs héritiers, Alexis et Marine. Et la paix est sur le point de régner à travers le monde. Mais juste au moment où la cérémonie est sur le point de commencer, Siluka, une mage talentueuse, sent une énergie sombre et essaie de l'arrêter. Mais personne ne la croit. Soudain, un démon apparaît et deux souverains tentent de combattre le monstre avec leur blason combiné. Mais leur abonnement à la vie se termine brutalement et la guerre éclate à nouveau. Quelque temps après la tragédie du Grand Hall, Siluka voyage avec Erwin, son ami qui espère plus, vers sa nouvelle affectation en tant que mage du comte. Cependant, ils sont arrêtés par des gardes louches qui veulent tâter sa poitrine. Alors Siluka se prépare à se défendre. Cependant, avant que les choses ne dégénèrent, Théo arrive pour les arrêter. Il essaie la diplomatie, mais ça échoue pire que le nouvel album de Katy Perry. Alors, il dégaine son épée, utilise son blason et abat les soldats avec une compétence impressionnante. Une fois la poussière retombée, Siluka et Théo se présentent enfin. Elle est curieuse à propos de son blason et il explique qu'il l'a obtenu en chassant des démons. Siluka demande ce qu'il veut de ce pouvoir et Théo parle de son pays natal, Sestina, qui est plongé dans le chaos avec des démons déchaînés, des gens souffrant sous la tyrannie de leur seigneur. Il veut y retourner un jour, libérer son peuple et rétablir la paix. Siluka, intriguée par son courage, décide de le mettre à l'épreuve. Pour prouver sa valeur, elle commence à chanter et invoque Tartarus, une bête chaotique imposante tout droit sortie des cauchemars. Théo panique et se demande si la fille étrange qu'il a rencontrée sur la route est folle. Elle explique calmement que s'il battait cette bête et absorbait son noyau de chaos, il monterait de niveau pour devenir un chevalier à part entière, assez fort pour conclure des contrats de mage. Théo réfléchit à ses choix de vie, puis cède à contre-cœur, lui disant qu'il la hanterait s'il se faisait tuer. Faire sourire Siluka, le combat commence et le chien à deux têtes charge. Théo lutte au début, poussé à sa limite par la force brute de la bête, mais il tient bon. Après quelques coupures, esquives et avoir presque été piétiné, Théo perce enfin le cœur de la créature. La bête se dissout et Théo récupère le noyau de chaos. Sa crête regorge de puissance et il est maintenant officiellement chevalier. Siluka passe immédiatement en mode tsundere et initie le contrat liant tout en donnant l'impression que Théo le suppliait, officialisant leur partenariat avec un rituel arcanique. Elle pense qu'il n'était pas seulement un mage et un seigneur, mais plutôt un duo avec des valeurs partagées qui pourraient renverser le système cruel. Pendant ce temps, loin dans le château, Lord Mest fulmine alors que son serviteur, Saturis, l'avertit que s'attaquer à Siluka était une grosse erreur. Lorsqu'on lui rappelle que les mages étaient rancuniers et n'oubliaient pas, il s'en moque simplement. C'est alors qu'un soldat fait irruption, criant qu'un inconnu nommé Théo est à leur porte, exigeant que Mest abandonne son blason et son château, ce qui fait rire le vieux. Mais il arrête de rire quand Théo, Siluka et Erwin entrent littéralement dans sa salle du trône comme s'il s'agissait d'un buffet de brunch. Ses défenses ont été complètement contournées et sa sécurité s'est avérée absolument inutile. Saturis devient traître devant tout le monde, se rangeant du côté des trois intrus. Et finalement, Mest panique. Il se jette sur Siluka avec son épée pour se venger, mais Théo intercepte le coup et Erwin apparaît comme une ombre avec une lame appuyée contre la gorge de Mest. C'était la fin de la partie pour lui, alors Mest choisit la vie plutôt que la fierté et remet tout, y compris son blason, son château, son titre. Et tout d'un coup, Théo passe d'un inconnu errant à seigneur d'un domaine. Mest s'enfuit à cheval, disgracié et brisé, rentrant chez sa maman. Saturis promet fidélité à Théo, offrant son expérience et ses connaissances pour son nouveau rôle. Une fois tout terminé, Seluka décrit leur prochaine étape et déclare que Théo s'alignera avec la faction du syndicat, ce qui était une stratégie risquée et agressive qui pourrait soit les élever rapidement, soit les écraser. Théo accepte les mots du casse-pied parce que même s'il ne vit pas pour voir la liberté de Sestina, il est prêt à sacrifier sa vie en essayant. Les nouvelles du chevalier perdant avec la petite crête se répandent rapidement. Et Lord David d'une ville voisine apprend par son laquais, Morneau, que Théo a été occupé. Non seulement le petit groupe avait saisi le blason et le berceau de Lord Mest, mais il avait aussi rejoint l'Union comme un scout surdoué. Au lieu de paniquer, David sourit comme un homme prêt à se battre pour le plaisir. Il veut écraser Théo et en faire un exemple, même si cela signifie marcher sur les pieds des autres seigneurs locaux. Pendant ce temps, le nouveau château de Théo est rempli de ce que tout dirigeant redoute plus que les dragons, à savoir de la paperasse.
Seloka le met à jour sur le territoire et comment les 3 villages le reconnaissent désormais officiellement comme leur nouveau chef. Aucun paysan ne se révolte jusqu'à présent, et tout se passe plus facilement que prévu jusqu'à ce que les taxes soient abordées. Elle lui révèle que le dernier seigneur pressait les villageois comme du jus d'orange médiéval. Cette révélation coupe l'herbe sous le pied de l'idéalisme de Théo, car il ne s'était pas engagé à devenir propriétaire, il voulait juste aider son village natal en difficulté. Maintenant, il est en plein dans la bureaucratie, gouvernant des étrangers et remettant en question ses choix de vie. Seloka, toujours là pour gâcher l'ambiance avec une poignée de neurones, le remet en place. Elle dit que quitter son village natal peut sembler être de l'abandon, mais c'est le seul moyen pour lui de devenir assez fort pour l'aider à l'avenir. La croissance ne se produit pas dans la zone de confort et la construction du royaume non plus. Théo se prend une claque, avale la dure vérité et passe à autre chose. Seloka le prévient, s'il veut réussir, il ne peut pas être un saint. Diriger signifie se salir les mains, et s'il insiste pour être un enfant de cœur, elle ne restera pas pour voir la catastrophe. Plus tard, Seloka et Erwin ont une session privée dans la salle de guerre pour discuter de la manière dont le nouveau domaine brillant de Théo était susceptible d'attirer des ennemis comme des mouches sur du pain frais. Ils doivent deviner qui frappera le premier. Erwin, qui a été à la recherche d'informations comme un limier en trenchcoat, dit que c'est certainement David. Le type a des mercenaires, un réseau financier et une grosse énergie de méchant. Seloka ne veut pas jouer le jeu des mercenaires car elle cherche la loyauté, pas d'échecs avec des épées. Alors, elle renvoie Erwin pour faire du repérage et décide d'utiliser sa ligne magique à la place. Après un rituel d'invocation sophistiqué, son familier chat, Sir Balgari, se matérialise pelucheux, suffisant et gâté. Seloka se gratte les oreilles comme une reine récompensant son bouffon, puis lui confie une mission. Il devait livrer un message à Asela, et bien que Balgari ne soit pas ravi, elle le corrompt avec des friandises, et il disparaît plus vite qu'un paysan esquivant les impôts. De retour au château, Théo devient curieux de savoir pourquoi Seloka a abandonné sa mission confortable avec le comte Villers pour le servir, et il expose la situation. Elle lui dit qu'elle n'est pas là pour garder des idiots assoiffés de pouvoir et qu'elle veut servir quelqu'un avec de véritables idéaux, quelqu'un comme Lord Léon, la légende originale. Si Théo garde ses principes intacts en montant, elle est prête à s'engager sur le long terme. Plus tard, la nuit tombe et les troupes de David se mobilisent. 50 soldats, 5 mercenaires et Morneau aiguisent sa baguette comme si c'était la veille du bal. David lui dit de faire attention à Seloka car ils se connaissent depuis longtemps. Mais maintenant, c'est du business, et demain matin, le siège commence. Cependant, Seloka s'attend à cela et elle est prête, disant à Théo de rester sur place parce qu'elle a du renfort. Et ce renfort, c'est Asela, qui s'écrase sur la scène avec un câlin d'ours comme une grenade de chaos. En entendant que Théo est le patron de Seloka, elle menace joyeusement de le finir s'il a des idées bizarres sur sa meilleure amie. Après l'introduction, Asela se prépare, choisissant ses armes comme quelqu'un choisissant du vin pour une décapitation. Ensuite, l'armée de David arrive, et Seloka repère Morneau utilisant la magie d'invisibilité pour espionner. Elle réagit en assignant son équipe de rêve. Erwin flanque à droite, Ishala prend le milieu, et Siluka sécurise la gauche avec des sorts de mort élémentaires et une thérapie à base de foudre. Les soldats sont projetés contre les murs en terre, d'autres sont assommés avec de doux éclairs d'inconscience. Tout se passe à merveille jusqu'à ce que Morneau l'atteigne avec un sort furtif. Il arrive, épée dégainée, et exige sa reddition, ce qui s'avère être une terrible erreur de sa part. Elle bloque ses attaques avec des sorts d'abjuration, comme un videur magique dans un club exclusif. Pendant ce temps, Ishala fait des trucs bizarres d'Ishala. Elle poursuit le chef ennemi, Pétur le bloque et tente de l'embrasser pour le soumettre. Quoi ? Pétur panique et adopte un comportement de martyr, essayant de l'emporter avec lui, demandant aux soldats de les transpercer tous les deux. Mais ils se font avoir et cela échoue lamentablement. Il s'enfuit traumatisé avec Ishala qui devient humide dans sa culotte à cause du jeune homme. Pendant ce temps, Erwin, aussi précis que jamais, tranche son flanc. David envoie Gluck, un brute à la peau dure comme de l'acier, et Erwin essaie de le poignarder. Mais quand il se rend compte que c'est inutile, il lance un couteau directement dans l'œil de Gluck. Un œil ouvert quand je dors. Non loin de là, Siluka et Morneau sont toujours engagés dans leur bataille de sorciers lorsque Théo arrive, insistant pour se battre lui-même pour son peuple et passe en mode chevalier. Tous les deux se battent avec leurs épées jusqu'à ce que Théo se prenne une égratignure, mais il réplique avec une solide entaille sur la joue de Morneau, mettant fin au combat. Erwin est sur le point de se battre avec David jusqu'à ce que Théo traîne Morneau en vue comme un Pokémon de prix et déclare échec et mat. David, ne voyant aucune issue, se rend. Ce soir-là, David prête officiellement allégeance. Il s'agenouille, offre son écusson et rejoint l'équipe Théo. Lorsque l'écusson est absorbé, le titre de Théo passe de chevalier à baron.
Plus de pouvoir, plus de problèmes, mais pour l'instant, il gagne et se détend. Plus tard, une délégation imprévue arrive au château de Théo, menée par l'étourdie Priscilla de la maison Farnèse et ses associés de l'ordre de la Crête. Leur mission était d'offrir leurs services sous la domination croissante de Théo. Bien que le geste implique une allégeance stratégique, leur réputation controversée les précède. Des rumeurs circulent sur le fait que l'ordre confisque les blasons des seigneurs vaincus, utilisant l'autorité religieuse comme une arme sous prétexte de mission divine. Siluka exprime sa méfiance de manière tranchante, rendant ses réserves claires. Mais Théo, toujours aussi admirateur, les accepte, prêt à prendre des risques pour la force qu'il pourrait ajouter à ses rangs. Le château accueille un banquet de célébration ce soir-là. Les conversations s'animent avec des nouvelles de victoire et d'alliance. David déborde de fierté à propos de la chute rapide des seigneurs résistants, tandis que son garçon, Morneau, souligne la victoire politique d'avoir obtenu le soutien du seigneur Niman. Leur consolidation du pouvoir a sécurisé tout l'ouest de Sévis sous le nom de Théo, et David suggère audacieusement que la royauté pourrait être à l'horizon. Siluka le corrige rapidement. Théo ne cherche pas une couronne, mais l'objectif du perdant est de renforcer l'union de l'intérieur en gagnant du territoire sous sa bannière. Pour ce faire, une façade est nécessaire. Elle annonce que Théo rejoindra temporairement l'Alliance pour manipuler les perceptions et orchestrer des conditions favorables. C'est une tromperie calculée avec un potentiel de bénéfice à long terme, bien qu'au prix de nuire à sa position actuelle parmi les loyalistes syndicaux. Même Théo n'était pas au courant de ce détail jusqu'à présent, montrant comment la prévoyance tactique de Siluka implique souvent de laisser le Imbo en dehors du processus de prise de décision. Siluka accorde alors à Théo un nom de famille pour officialiser son nouveau statut de noble, Gornero. Le nom appartient à un héros de Sistina qui a autrefois unifié l'île et repoussé les forces du chaos avant que la trahison de la famille Rossini ne mette fin à sa vie. Accepter ce nom aligne Théo avec cet héritage inachevé et signale ouvertement son intention de défier la domination des Rossini. L'attention se porte sur la reconnaissance officielle des possessions de Théo. Siluka confie à Morneau la mission de négocier avec le vicomte Naville, le roi de Sévis. Son rôle est d'assurer la reconnaissance de l'indépendance de Théo sans déclencher de nouveaux conflits. Pendant ce temps, Satyrus apporte des mots encourageants du roi de Clovis, qui accepte de reconnaître l'autonomie de Théo à condition qu'il n'y ait pas d'agression envers le territoire de Clovis. Malgré le ton prometteur, des ennuis se préparent. Satyrus révèle la vérité brûlante que Théo n'est que la marionnette de Seleuca, ce qui est un récit dangereux qui pourrait miner sa légitimité. Avant que Seleuca ne puisse aborder les implications et se défendre, Irvine arrive avec des nouvelles urgentes qu'un danger de chaos a éclaté à proximité. Il se précipite vers la ville, où la corruption surnaturelle a déjà causé des ravages. Le charbon qui explose, les infections rampantes et les incendies structurels suggèrent une contamination profonde. Un travailleur porte la marque du chaos sur son dos, se tordant de douleur tandis que Seleuca s'occupe de lui. Théo organise l'évacuation tout en combattant le feu aux côtés des habitants. Puis la salamandre apparaît, c'était une bête du chaos forgée à partir de flammes corrompues. Les attaques de Théo rebondissent sans effet sur sa peau surnaturelle. Seleuca pivote rapidement, assignant Aïchela au combat pendant qu'elle tente de soigner et d'aider les habitants. Priscilla intervient, prenant en charge les travailleurs blessés et permettant à Seleuca de concentrer sa magie sur la bête. Puisant de l'eau d'un puits voisin, Seleuca exploite la faiblesse élémentaire de la salamandre. Son sortilège fonctionne, mais la destruction de l'énorme lézard épicé provoque une explosion. Seleuca crée des barrières protectrices autour de Priscilla et des blessés. Théo se jette devant Seleuca pour la protéger, absorbant l'explosion et subissant des blessures visibles. La ville commence à se remettre le lendemain. Aïchela veille sur Seleuca pendant qu'elle se repose. Une fois réveillée, Seleuca cherche Théo, le trouvant meurtri, mais dirigeant les efforts de reconstruction. Voyant les marques laissées par l'explosion, Seleuca soigne elle-même ses blessures. Elle s'excuse pour l'imprudence de sa décision, profondément bouleversée par les dégâts collatéraux. Théo la rassure doucement, réaffirmant sa gratitude et son intention de compter sur ses conseils à l'avenir. Leur conversation est interrompue par la menace diplomatique imminente que la prochaine série de négociations impliquera Albeste, l'ancien mentor de Seleuca, un élément imprévisible dans leur position politique déjà délicate. Morneau revient de sa mission diplomatique avec de mauvaises nouvelles. Le vicomte a refusé toute négociation. Il affirme la propriété absolue sur le territoire et déclare que les différends seront résolus par la force militaire. La résolution pacifique a échoué et la guerre est inévitable. Les préparatifs commencent immédiatement. David donne une évaluation sombre de la façon dont ils sont en sous-effectif et mal positionnés. Pourtant, il loue la décision de Théo de mener depuis le front.
Nieman exprime une admiration similaire, jurant de soutenir même si la défaite est certaine. Alors que la bataille approche, il n'y a pas de nouvelles des seigneurs alliés et leur armée se tient seule. Mais l'espoir arrive d'une source inattendue. Des mineurs du village récemment en danger, toujours reconnaissant envers Théo pour sa protection pendant le danger du chaos, arrivent armés. Des hommes ordinaires offrant leur vie en retour de la bonté. Théo hésite, ne voulant pas mettre en danger les civils. Seleuca conteste cette hésitation, soutenant que leur refuser le droit de se battre pour leur protecteur serait déshonorant et inutile. Elle remporte le débat. Théo utilise son blason pour créer une bannière magique, le drapeau du patriote, liant chaque soldat à sa cause par une volonté partagée et une unité symbolique. La bataille commence sous des champs sombres. Pourtant, l'armée de Théo frappe avec une coordination étonnante. Le moral brûlant plus fort que les nombres de l'ennemi, il repousse les forces du vicomte avec stratégie et détermination inébranlables. À mi-chemin, les renforts alliés arrivent enfin sous la forme des seigneurs libres. Leur chef explique leur décision. Ils ont appris que le roi de Sévis avait l'intention d'absorber chaque seigneur local et de saisir leur blason. Rejoindre Théo est devenu une contre-mesure nécessaire pour protéger leur autonomie. La marée de la bataille tourne alors que les forces du vicomte s'effondrent. Et après avoir fait face à l'humiliation et à la ruine, le roi de Sévis se retire, jurant de se venger. La victoire apporte un nouveau levier alors que Seleuca est envoyé négocier directement avec Mérine Créti de l'Alliance. Marine écoute, évaluant la valeur politique d'ajouter Théo à son registre de garçons jouets. Elle ne s'engage pas, mais elle ne refuse pas non plus. L'avenir de cette alliance potentielle dépendra de ce que Théo et Seleuca accompliront ensuite. Donc, en août, il est assis en train de réfléchir à la proposition d'alliance de Théo, comme s'il décidait quoi prendre pour le petit déjeuner, sauf que ce petit déjeuner pourrait littéralement déclencher une guerre civile. Le gars fait des acrobaties mentales sur la façon dont accepter Théo pourrait déclencher un effet domino de seigneurs quittant le navire, tandis que le rejeter signifie que Marine va devenir totalement obsessionnelle sur les territoires de Théo. Mais le plus surprenant, c'est que lorsque quelqu'un demande directement à Auguste s'il attaquerait sa propre fille adoptive, le père impassible se lance dans un monologue sur le fait que les liens familiaux sont pour les paysans, et confirme qu'il détruirait absolument Seleuca si la politique l'exigeait. Après avoir passé un bon moment à délibérer et à remporter le titre de père de l'année, Auguste rend son verdict. Non, pas question. Mais pas n'importe quel nom, il veut que Théo renonce à tout, qu'il abandonne ses terres, son titre, et qu'il s'exile comme un chien battu. Et si Théo ne se conforme pas, le prestigieux ordre des chevaliers de Waldland ainsi que toute l'armée du roi Savis vont lui montrer leur supériorité. Seleuca n'était pas affecté par le drame familial mortel et a simplement dit à son père que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, ce serait sur le champ de bataille. Allons-y. Le lendemain, Seleuca, Achéla et Sœur Balgari se dirigent en calèche vers la résidence de Villars-Constance, désespérément à la recherche d'alliés. Achéla est en pleine crise parce que leur père les a pratiquement reniés pour des raisons politiques. Elle est aussi vexée de devoir supplier Villars pour de l'aide après avoir pensé auparavant que le type était en dessous des standards de Seleuca et un véritable coureur de jupons. Cependant, il ne rencontre même pas Villars. Au lieu de cela, ils sont envoyés à Margaret, sa mage sous contrat plantureuse, qui jette un coup d'œil à leur proposition d'alliance et dit absolument pas. Après la critique diplomatique livrée avec style, de retour au château de Théo, les éclaireurs apportent de terribles nouvelles que l'ordre de Waldland et les forces du roi Savis marchent vers eux comme le défilé le plus furieux du monde. Les chiffres sont absolument brutaux, mais bon, au moins ils ont des murs de château et des points d'étranglement stratégiques. Après une planification désespérée et improvisée de la bataille, David prend la porte ouest parce qu'il est expérimenté et ne panique pas. Nieman prend la porte est pour coordonner leurs archers limités, et Achéla a la porte principale au sud, là où les forces ennemies allaient frapper le plus fort. La stratégie n'est pas de gagner car ils savaient au fond d'eux que cela n'allait pas arriver. C'est pour les blesser suffisamment afin que les termes de reddition n'impliquent pas que tout le monde soit exécuté, ce que l'idiot Seleuca considérait comme une victoire. Bientôt, il est temps pour la grande bataille, et Seleuca remarque que les forces ennemies semblent plus petites que prévu, ce qui est soit une bonne nouvelle, soit de mauvaises informations. Achéla ordonne des volées de flèches, tandis que Gluck lance des rochers comme le plus en colère des opérateurs de catapultes. Malheureusement, les tactiques conventionnelles contre un plus grand nombre se passent aussi bien que les faibles plébéiens s'y attendaient. Lorsque la porte principale est forcée, Achéla fait ce que toute personne raisonnable ferait, elle mène elle-même une contre-attaque contre les forces ennemies écrasantes. Cela fonctionne pour perturber leur avancée, mais Achéla en paie le prix en étant grièvement blessé et en s'évanouissant dans une mare de son propre sang. Seleuca a une petite crise en regardant sa sœur potentiellement mourir.
Mais Priscilla intervient avec de la magie de guérison, pendant que Seleuca retourne au combat. Par pur désespoir et en connaissant mieux leur terrain que les envahisseurs, les forces de Théo parviennent d'une manière ou d'une autre à tenir le château. Mais la victoire a un prix lorsque la nouvelle du décès de Niman, qui est mort en défendant sa position comme un héros, leur parvient. Pendant ce temps, David a apparemment disparu de son poste. Avant que quelqu'un ne puisse le traiter de lâche, des rapports arrivent, indiquant qu'il a en fait engagé le roi Savis dans un combat singulier sur une route de montagne, et Morneau regarde avec admiration en pensant à quel point David a du cran et un désir de mort. Le roi Savis tente de se retirer vers un terrain dégagé où son avantage numérique a vraiment un sens, mais Gluck, Irvine et un mystérieux archer commencent à jouer à des jeux de guérilla avec ses forces. C'est alors que les choses se corsent, car David finit par coincer le roi dans un combat direct et le vaincre réellement. Le monarque est mort, la structure de commandement s'effondre, et soudainement la situation impossible de Théo devient gagnable. Avec le roi hors jeu, les négociations de cessez-le-feu deviennent possibles. Théo est prêt à abandonner son rang, renoncer à ses territoires, et tout céder à David en échange que tout le monde ne souffre pas horriblement. Alors que tout le monde affirme que la conclusion était raisonnable, Auguste dénigre complètement leur plan, et sa réponse est que seule la disparition de Théo serait suffisante pour les satisfaire. Tout le monde est à juste titre énervé par ce doigt d'honneur diplomatique, mais Théo surprend tout le monde en étant étrangement zen à propos de toute cette histoire. Au lieu de se mettre en colère, il réfléchit à la distance qu'ils ont parcourue vers leur rêve. L'évolution du personnage au milieu d'une zone de guerre devait être sa révélation épique. Le lendemain matin, ce qui ressemble au combat final approche, quand Auguste et Marianne arrivent avec une petite mais élite force, confiants qu'ils sont sur le point de mettre fin à cette rébellion une bonne fois pour toutes. Mais Seleuca se souvient de quelque chose de crucial de sa conversation avec Margaret sur la façon dont le refus de Villars était qualifié à l'époque, pas un rejet pur et simple. Tout le monde découvre que le gars jouait aux échecs en 4 dimensions, tandis que tout le monde jouait aux dames. Juste à temps, Villars arrive avec toute son armée et lance une attaque surprise sur les forces de marine, les prenant complètement au dépourvu. L'ennemi bat en retraite, et soudain la défaite devient salut grâce à une intervention parfaitement synchronisée. Encore meilleure nouvelle, Achella s'est enfin réveillé de ses blessures grâce à la magie de guérison de Priscilla. La bande est de nouveau réunie, et ils ont en quelque sorte survécu à ce qui aurait dû être une mort certaine. Dans la salle du trône, Irvine confirme le retrait complet de Marine, tandis que le comte Villars fait son entrée en grand. Seleuca essaie de s'excuser d'avoir jugé Villars auparavant, mais il balaie cela comme si tout s'était déroulé selon son plan maître. Cependant, au lieu de réclamer la couronne pour lui-même, Théo bâillonne tout le monde et demande à devenir le vaisseau de Villars. Il échange son indépendance contre de la protection et Villars accepte car avoir des subordonnés compétents n'est jamais une mauvaise chose. Théo renonce officiellement à ses ambitions royales et cède son autorité restante à David, tandis que Priscilla promet de rester avec lui malgré sa situation réduite. Près du château du roi vampire, le roi a une conversation délicieusement tendue avec la reine loup-garou. Juste au moment où les choses deviennent épicées, Yana, descendante de la sorcière noire et briseuse d'ambiance professionnelle, interrompt la fête pour dire à la reine que sa diplomatie est nulle. Dehors, les jumelles loup-garou Emma et Luna attendent maman comme de gentils petits enfants chiens, seulement pour recevoir une visite inattendue de Yana elle-même, ce qui n'est jamais bon signe. Pendant ce temps, dans des nouvelles beaucoup plus joyeuses, Théo obtient une grande promotion chez Altea, car le comte Villars le nomme officiellement garde de nuit. Pour lui, c'est comme être employé du mois, sauf avec plus de pouvoir politique et moins de fêtes de pizza. Seleuca le présente à l'équipe de rêve magique de Villars, Laura la nerd, Helga la bruyante, et Kaline, qui jauge certainement le nouveau perdant. Margaret dit que le prince Milza de Dartagna va faire une visite diplomatique, ce qui signifie qu'il est temps de sortir la bonne argenterie. Le dîner avec la royauté se passe à peu près comme prévu. Tout le monde se dispute la succession impériale pendant que le prince Milza regarde Théo de travers, le traitant de paysan perdant qui manque de l'instinct de tueur pour la grandeur. Théo resterait bouche bée, devant sa manière peu conventionnelle de faire sentir un homme bienvenu à table. La conversation se tourne vers la conquête de David sur Savas, parce que même les dîners surnaturels ont besoin de quelques potins militaires. Dans la bibliothèque, Théo fait son travail honnête en dépoussiérant des livres, tandis que Seleuca se plonge dans une lecture légère sur le seigneur démon. Le cours d'histoire révèle que sorcières, loups-garous et vampires ont autrefois uni leurs forces pour défendre Altea contre des forces démoniaques, obtenant ainsi l'autonomie complète des sorcières vis-à-vis du clan Constance. Théo a un moment de réflexion, se rendant compte que son humble patrie ne se compare pas vraiment à un territoire de lutte contre les démons,
Laura interrompt le temps d'études pour les emmener dans la salle du trône où ils rencontrent Zelma la sorcière et reçoivent leur première mission réelle de la part du comte Villard qui était d'enquêter sur la raison pour laquelle des hordes de loups-garous se rassemblent mystérieusement près de la forêt de l'obscurité éternelle. En parlant de la forêt, les loups-garous suivent les traces d'Emma et Luna quand Yana arrive, chevauchant son balai comme le chauffeur Uber le plus menaçant du monde. Elle exige d'entrer seule dans le territoire dangereux et la reine loup-garou accepte à contre-cœur car discuter avec les descendants de la sorcière noire se termine rarement bien. À la tombée de la nuit, Théo et Soluka arrivent au bord de la forêt et tombent immédiatement sur le comité d'accueil des loups-garous, qui sont à peu près aussi accueillants qu'une meute de chiens enragés. Ils disent essentiellement aux humains de partir sous peine de conséquences, mais alors l'ombre du roi vampire intervient, permettant gracieusement aux émissaires du comte Villard de traverser son domaine, ce qui était de la diplomatie vampire à son meilleur. À l'intérieur du château, le roi vampire Dimitri joue de la musique d'orgue envoûtante parce que tous les vampires sont accompagnés d'une bande-son surnaturelle. Pendant qu'il fournit la musique de fond atmosphérique, dans le sous-sol, la reine loup-garou se bat contre Yana, qui a pris ses filles en otage. La reine perd son bras droit dans le processus, ce qui n'est certainement pas la façon dont elle souhaite que la mission de sauvetage se déroule. De retour à l'étage, Théo et Siluka obtiennent leur audience avec Dimitri, qui lâche des révélations importantes. Il révèle son plan maître pour relancer les âges sombres par le chaos ultime, car si la fusion du Grand Crest se produit, cela mettra fin à l'ère du crépuscule et l'éliminera. Quand il demande l'attaque du mariage, il devient tout évasif et nerveux comme un timide tsundere avant de se transformer dramatiquement en chauve-souris et d'abandonner son propre château. Dans le sous-sol, Théo et Siluka trouvent la reine loup-garou blessée et Yana en plein mode psycho, narguant sa captive. En apprenant que Dimitri l'a abandonnée, Yana décide de simplement se déchaîner et d'embrasser le chaos. Elle attaque avec son balai enchanté, mais Théo et Siluka parviennent à dévier sa crise surnaturelle. La reine se transforme en louve pour secourir ses filles, montrant que les instincts maternels transcendent les espèces. Yana envoie des gargouilles de pierre après la famille qui s'échappe, mais Maman Loup les décapite toutes les deux avec ses griffes, car personne ne s'en prend à ses petits. Avec ses dernières forces, elle griffe la jambe de Yana, mais reçoit en retour une décharge magique fatale. Les jumelles, Emma et Luna, embrassent leur mère mourante, alors que Clara, la reine louve-garou, s'éteint de manière vraiment déchirante. La dernière chose qu'elle a demandé à Théo et Siluka était de sortir ses enfants de la forêt en toute sécurité. En dehors de la forêt, ils organisent des funérailles appropriées pour Clara, avec son clan honorant son sacrifice. Le nouveau chef de clan remercie Théo et Siluka pour leurs efforts, car même dans la politique surnaturelle, la gratitude compte. De retour au château Altio, les conséquences politiques apportent des développements intéressants. L'ensemble du clan des loups-garous a prêté allégeance à Théo, renforçant considérablement sa réputation dans le monde surnaturel. Yana a réussi à s'échapper malgré tous les efforts pour la retenir, et les jumelles loup-garou, Emma et Luna sont devenues les nouvelles domestiques de Théo, apportant une touche d'aide domestique surnaturelle à son foyer alors qu'elle traverse leur deuil. Le comte Villard reçoit une invitation à une réunion importante de l'Union des Seigneurs à Jalousia, apparemment très importante politiquement. Bien qu'il ait d'abord agi comme s'il était trop cool pour ça, Villard décide finalement d'assister à cette fête politique. Pendant ce temps, Margaret dit au comte Villard que son 25e anniversaire approche. Ailleurs dans le château, Laura montre ses compétences magiques à Siluka dans ce qui est essentiellement une séance de démonstration privée en démontrant des sorts qui prouvent qu'elle a du talent. Margaret entre au hasard et repart immédiatement sans dire un mot, laissant tout le monde se demander si elle a oublié ses répliques ou si elle vient de se souvenir qu'elle avait laissé le four allumé. Siluka, étant la petite stratège perspicace qu'elle est, comprend totalement le message cryptique que Margaret essayait de faire passer avec sa sortie maladroite. Elle traque Villard dans sa chambre pour discuter de la situation, où il lui confie la responsabilité d'organiser la fête d'anniversaire de Margaret. Il décide également que Siluka et Théo devraient accompagner à la réunion du Seigneur de l'Union, expliquant que Federico Rossini sera présent et lui a dit que ce type nécessite une gestion plus prudente qu'une ogive nucléaire. Le soir de l'anniversaire de Margaret, la fête commence avec toute l'élégance et les intrigues politiques qu'on pouvait attendre de la noblesse médiévale. Margaret s'approche de Siluka avec une demande sincère de prendre soin de Villard pendant son absence, lui demandant essentiellement de jouer les gardes d'un homme adulte. Le principal événement de la soirée se déroule lorsque Marguerite et le comte Villard partagent cette danse prétendument envoûtante qui laisse tout le monde captivé, bien que ce soit simplement parce que les standards de divertissement médiévaux sont assez bas. Arrête ça, demande de l'aide.
En regardant cet incroyable spectacle de compétences de danse de salon, Théo se sent inspiré et traîne littéralement Seleuka sur la piste de danse contre sa volonté, créant un moment gênant qui est à peu près aussi fluide que du papier de verre. Après la fin de leur désastre de danse, le prince Milza s'approche avec son arrogance habituelle et lance une insulte à Théo censée briser son esprit. Cependant, le cerveau de Théo fonctionne de manière mystérieuse, et il prend l'insulte comme un compliment, ce qui énerve visiblement le prince Milza. Le prince, montrant maintenant ouvertement son mépris pour Théo, le défie de sortir pour un duel formel, car la résolution des conflits par la violence est encore la méthode préférée ici. Le prince Milza remporte le combat et profite de sa victoire pour sermonner Théo sur son manque d'ambition, affirmant qu'il n'a rien à faire de rêver de devenir seigneur alors qu'il peut à peine manier une épée. Théo rétorque qu'il a des objectifs clairs et reconnaît que beaucoup de gens deviendront des tremplins sur son chemin vers le succès. Il souligne également que le prince Milza semble plus intéressé par l'oppression des gens par la force brute que par un véritable leadership. Ces commentaires mettent le prince Milza en colère, le poussant à déclarer qu'il veut servir quiconque brandit le légendaire Grande Crest, suggérant que le comte Villars pourrait être l'élu. Seleuka s'approche de Théo après cette confrontation intense, mentionnant à quel point toute la situation la rend anxieuse, et il est d'accord parce que même les perdants stupides peuvent parfois comprendre une situation. Dommage émotionnel! Leur conversation devient très philosophique, lorsqu'ils reconnaissent que l'objectif ultime de Théo entraînera certainement de nombreuses victimes en chemin. Cependant, Seleuka essaie de lui remonter le moral en soulignant sa nature empathique et sa capacité magique frustrante à faire en sorte que les gens veuillent le suivre malgré ses compétences décisionnelles discutables. Quand Théo demande directement si elle restera avec lui dans ce voyage potentiellement meurtrier, Seleuka répond oui sans hésitation, prouvant que sa loyauté est soit admirable, soit préoccupante. Après la fête, une fois que tout le monde est rentré chez soi, Margaret et Villars ont une discussion privée dans les quartiers du comte, abordant à la fois des affaires et des sujets personnels. Margaret nomme officiellement Seleuka responsable des affaires politiques, tout en désignant Laura pour gérer les responsabilités magiques, en gros laissant les idotés diriger le gouvernement pendant que les adultes sont absents. Leur conversation prend une tournure profonde lorsque le comte Villars se confie sur son enfance traumatisante, partageant des détails sur la relation chaotique de ses parents et comment sa mère l'a maltraité en prétendant que c'était pour le protéger du traitement encore pire de son père. Cette révélation fait pleurer Margaret car elle comprend enfin ce qui a perturbé l'homme qu'elle sert. Submergée par cet épanchement émotionnel, Margaret avoue son amour pour le comte, qui ressent clairement la même chose, mais ne peut pas s'engager pleinement en raison de ses propres problèmes personnels qui semblent venir avec une garantie à vie. Le lendemain ramène tout le monde aux affaires politiques sérieuses, alors que le comte Villars tient une réunion stratégique avec Théo, Seleuka, David, Moreno et d'autres seigneurs alliés. La réunion se concentre sur la préparation de la prochaine assemblée des seigneurs de l'Union et discute de la manière dont l'armée de David écrasera systématiquement les territoires de Clovis, Forbes et Ismée par une bonne vieille conquête brutale. Alors que leur plan maître commence à se dérouler, certains seigneurs non nommés de Forbes décident de rejoindre l'Union, changeant de camp plus vite qu'une girouette dans une tornade. Une fois que le réseau de renseignement fournit des informations sur l'emplacement des derniers seigneurs Forbes, des missions tactiques sont attribuées parmi les alliés. Le groupe décide que Théo s'occupera de capturer le baron Radovan, dont la résistance apparemment nécessite un peu de finesse diplomatique mélangée à une pression militaire. Le prince Milza se porte volontaire pour le travail plus dangereux de s'occuper du baron Branis, retranché dans un château fortifié avec ses forces loyales restantes comme un survivaliste médiéval. Le prince arrive au château avec sa confiance habituelle et prend immédiatement le contrôle de la situation par des actions décisives. Avec l'efficacité d'un exterminateur de nuisibles d'époque, il élimine tous les seigneurs qui ont choisi de résister à l'autorité de l'Union, démontrant l'efficacité impitoyable qui définit son approche des problèmes politiques, et cimentant sa réputation de quelqu'un qui résout les désaccords avec une extrême sévérité. Théo arrive à la ville portuaire animée dirigée par Lord Ladvan, un endroit stratégique apparemment crucial pour tout le drame politique qui se déroule. Il se rappelle, lui et Seleuka, planifiant à l'avance comme les tacticiens qu'ils sont, avec Seleuka prévoyant que ce seigneur particulier ne se rendrait jamais même si quelqu'un menaçait son cher saucisson avec une épée. Elle avait suggéré de le défier hors de la ville pour éviter de transformer les civils en dommages collatéraux, prouvant à Théo qu'elle a à la fois de l'intelligence et une conscience. Lord Ladvan rencontre Théo devant son bâtiment gouvernemental et annonce qu'il se range du côté de l'Alliance des usines. En raison de cet engagement politique, il refuse de négocier avec Théo et déclare qu'ils ne régleront cela que par la bonne vieille violence, car parler est pour les faibles.
Théo souligne que relever ce défi signifierait aussi combattre des villageois innocents, ce qui semble excessif même pour ces normes dépassées. Lord Ladvan confirme sombrement cette dure réalité, donc Théo mentionne que s'il part aujourd'hui, Lord David arrivera demain avec 30 000 soldats, prêts à transformer cet endroit en un vieux parking. Les habitants de la ville sont visiblement effrayés par cette nouvelle, comprenant finalement que l'orgueil obstiné de leur seigneur pourrait tous les anéantir. Théo propose alors un compromis où Lord Ladvan et ses soldats affrontent directement les hommes de Théo, épargnant ainsi les civils et permettant au seigneur de sortir dans un éclat de gloire plutôt que dans un éclat de stupidité enfantine. Lord Ladvan accepte cet arrangement, au grand désarroi et à la panique croissante de son peuple. Ému par ses citoyens qui le supplient désespérément de ne pas sacrifier sa vie pour du théâtre politique, certains allant même jusqu'à se porter volontaires pour mourir avec lui, Théo présente une autre option. Il suggère à Lord Ladvan de quitter l'alliance de l'usine et de rejoindre l'Union Fantasia pour épargner à son peuple des souffrances inutiles. Après avoir pesé ses options et probablement réalisé que les seigneurs en chair et en os ne peuvent protéger personne, Lord Ladvan accepte de changer de camp. Il souligne que Théo ne tirera aucune gloire militaire de cette résolution pacifique. Cependant, Théo affirme qu'il ne se soucie pas de ses réalisations superficielles et est vraiment content que tout ait été résolu sans transformer le port en simulateur de guerre médiévale. Profondément ému par l'attitude altruiste de Théo et son étonnant manque de décision motivé par la testostérone, Lord Ladvan lui promet sa pleine loyauté. Cependant, Théo ne peut accepter cette offre formelle car il est encore le chevalier de Lord Villers, mais il accepte gracieusement l'amitié de Ladvan à la place, créant le rejet le plus poli de l'histoire féodale. Pendant ce temps, David remporte une grande victoire en battant le roi de Forbes et cet exploit est rapporté au seigneur Villers par Laura à travers leur réseau de renseignement médiéval qui fonctionne étonnamment mieux que le Wi-Fi moderne. Villers note avec satisfaction que les succès de Théo et de David écraseront le moral de l'ennemi et renforceront leur cause. Avec une confiance croissante, Villers annonce à ses soldats que le chemin vers Gilucia est maintenant grand ouvert pour leur avancée. Dans le majestueux château Waldland, la margrave Marine reçoit des informations complètes sur la situation militaire en rapide évolution de son mage de confiance, Auguste, qui fournit des renseignements détaillés sur les développements récents et souhaite désespérément avoir de meilleures nouvelles à rapporter. Plus tard, à l'éminente fête de l'Union des Seigneurs, le comte Villars, Laura, Théo et Siluka assistent à cet événement d'importance politique, représentant leurs intérêts auprès de la noblesse assemblée. Le comte Cloud Galis, un vieil ami de Lord Villars, le salue chaleureusement, et ils discutent des récentes réalisations impressionnantes de Villars contre son cousin dans leur rivalité familiale en cours, qui rend le dîner de Thanksgiving paisible en comparaison. Après que Lord Clout ait fait une proclamation audacieuse exprimant sa position défiante contre la montée en puissance de Marine, ils sont rejoints par l'influent Marquis Dawson. Lord Dawson confronte Villars au sujet des questions précédentes qu'il a essayé de lui soumettre, mais Lord Villars écarte ses préoccupations avec l'équivalent diplomatique d'ignorer quelqu'un. Peu de temps après, le margrave Alexis Dew arrive et s'approche de Lord Villars avec une familiarité cordiale. Les deux dirigeants se saluent chaleureusement et Lord Alexis rencontre Siluka, la remerciant sincèrement d'avoir sauvé ses joues lors du massacre chaotique du mariage. Il se tourne ensuite vers Théo, exprimant une admiration authentique pour les réalisations du jeune chevalier et souhaitant organiser une conversation privée en tête-à-tête plus tard. Alors que la fête somptueuse se poursuit avec des discussions politiques et des manœuvres sociales, Lord Villars présente à la fois Théo et Siluka au puissant Lord Federico Rossini. Cette réunion formelle mène à une brève altercation inattendue au sujet du nom de famille et de l'ascendance de Théo, créant une tension qui laisse entrevoir un drame familial plus profond qu'un marathon de feuilleton. Tard dans la nuit, après que la fête se termine et que la plupart des invités sont partis, Lord Alexis tient parole et rend visite à Théo à sa résidence temporaire pour une rencontre privée qui inclut Siluka. Leur discussion approfondie couvre divers sujets importants, notamment les réalisations récentes de Théo, la cérémonie de mariage tragique qui a été violemment perturbée plus durement que la première voiture d'un adolescent, le mariage annulé entre Marine et Alexis, et des questions plus larges concernant la guerre d'unification en cours. Lorsque leur réunion productive se termine et qu'ils se préparent à dire au revoir à Alexis, le groupe est soudainement attaqué par de dangereux assassins d'Omerta qui ont été secrètement envoyés par Federico comme la fête surprise la plus meurtrière du monde. Une fois la violente rencontre avec les assassins habiles réglés par le combat et Alexis en sécurité, Siluka fait une observation astucieuse sur les ramifications politiques. Elle note que cette tentative d'assassinat aura de sérieuses conséquences, probablement entraînera l'expulsion de la puissante famille Rossini de l'Union en raison des actions traîtres de leur chef, rendant les futures réunions de famille plus gênantes qu'une procédure de divorce houleuse. Layla, qui sert de fidèle subalterne à Lord Marine,
présente un rapport détaillé sur la tentative d'assassinat récente contre Alexis, une information qui a de graves implications tant pour le drame personnel que pour les intrigues politiques. Après ce briefing, Marine apparaît émotionnellement bouleversée dans ses appartements privés, toujours vêtue de sa robe de mariée élaborée, semblable à une Miss Havisham en herbe, tout en pleurant la réalité qu'elle ne peut pas épouser Alexis en raison de la tragédie catastrophique du Grand Hall qui a détruit leur union prévue. Lord Villars reçoit des informations complètes de Théo et Siluca sur la tentative d'assassinat orchestrée par Federico Rossini et la confirmation que Marine a encore très envie d'Alexis malgré leur séparation forcée. Villars fournit ensuite un contexte sur la façon dont les deux tourtereaux se sont rencontrés à l'origine, passant à un long flashback qui révèle les fondations de leur relation. Lors d'une promenade en calèche à travers la ville avec ses serviteurs, conduite par le fidèle Irvine, Marine rencontre Alexis, qui est debout à regarder le trottoir comme s'il détenait les secrets de l'univers. En voyant la belle Marine, Alexis déclare immédiatement son amour pour elle, bien qu'elle rejette sa déclaration comme une autre phrase de drague ringarde d'un noble étrange sans charme. Cette rencontre fatidique pousse Alexis à commencer à envoyer de nombreuses lettres d'amour sincères que Marine refuse toutes de lire, jusqu'à ce que Léla finisse par la persuader de leur donner une chance. Bien qu'ayant initialement prévu de lire seulement une lettre pour faire taire son serviteur, Marine se retrouve captivée et dévore toute la collection comme si c'était une drogue de littérature romantique. La dernière lettre mentionne un cadeau spécial, et le lendemain matin, Myrrine découvre une magnifique exposition de roses ornant sa cour, démontrant la dévotion romantique d'Alexis et ses compétences en aménagement paysager étonnamment décentes. Pas mal. Voulant remercier Alexis en personne, Myrrine apprend qu'il assiste fréquemment à des rassemblements sociaux organisés par la noblesse locale et décide de s'inviter à l'un d'eux. À la fête, une altercation éclate entre Myrrine et un jeune seigneur, ce qui pousse Alexis à intervenir héroïquement, bien qu'il se fasse mettre KO pendant la confrontation, comme un chevalier blanc médiéval. Dans une chambre de repos privée, Alexis se réveille pour constater que Myrrine est restée à son chevet tout au long de sa convalescence. Leur conversation ultérieure révèle une prise de conscience mutuelle de leurs origines nobles et histoires familiales respectives. Quand Alexis avoue à nouveau ses sentiments avec une sincérité authentique, Myrrine maintient son rejet malgré une affection croissante, gardant ses barrières émotionnelles plus hautes que les remparts de son château. Au lieu d'un voyage prévu au manoir de Lord Darcy, Myrrine se retrouve à un endroit où des enfants chantent une belle chanson sous la direction d'Alexis. Ce stratagème élaboré a été orchestré par Léla, qui ne pouvait plus supporter de voir la souffrance émotionnelle de son seigneur, plus douloureuse à regarder qu'une exécution publique. Une fois le spectacle terminé, Alexis donne à chaque enfant une pièce d'argent avant de s'engager dans un dialogue significatif avec Myrrine. Myrrine critique d'abord Alexis pour sa générosité charitable, remettant en question de tels actes, mais il défend passionnément son désir d'aider les moins fortunés. Son argument convaincant finit par percer les défenses de Myrrine, faisant fondre son cœur plus vite qu'une armure dans une forge, l'amenant à accepter sa demande en mariage. Revenons aux événements actuels, Villars explique que bien qu'il s'oppose généralement au mariage politique, il a soutenu leur union parce qu'elle était fondée sur un amour véritable plutôt que sur un calcul stratégique. La réunion critique des seigneurs de l'Union se tient, les récentes actions du comte Villars devenant le sujet central de discussion. Le marquis Dawson exprime vivement sa désapprobation envers les initiatives militaires de Villars, arguant qu'elles éliminent toute possibilité de négociation pacifique entre les factions en guerre. Villars défend sa position en demandant à Théo de présenter des explications détaillées de leur raisonnement stratégique au seigneur assemblé, utilisant en gros son protégé comme un bouclier humain dans le combat politique. Pendant ce temps, Myrrine comprend enfin pourquoi ses demandes répétées d'alliance avec Lord Parvel de Stark sont restées sans réponse. Un messager de Stark révèle qu'avant d'accepter un partenariat, elle doit démontrer ses capacités en tant que leader militaire efficace par une action décisive, lui disant fermement de prouver qu'elle n'est pas seulement un joli visage avec une couronne. Après le discours de Théo, Villars soutient que les batailles précédentes ont eu lieu uniquement parce que l'Alliance a commencé la sauvagerie en premier, forçant Théo à répondre de manière défensive. Dawson accepte à contre-cœur ce raisonnement, mais reste préoccupé par les relations endommagées avec Wildland. Villars réplique que Wildland avait précédemment rejeté l'offre d'adhésion de Théo, lui donnant simplement l'équivalent historique d'être ignoré. Cette révélation pousse Dawson à argumenter que Villars aurait dû refuser la demande de Théo, un sentiment partagé par d'autres seigneurs présents.
Villars déclare hardiment son engagement à aider tout membre du syndicat, en particulier ceux qui sont attaqués, tout en notant que Braidland Neutre est sur le point d'être assiégé par le roi de la mer Eric. Dawson est d'accord pour contrecarrer Eric, Villars soulignant que le syndicat doit réellement prendre en compte tous les intérêts territoriaux comme un ancien agent immobilier. Depuis que la majorité soutient la déclaration de guerre contre l'Alliance, Lord Alexis exprime son accord avec cette décision. De plus, Alexis propose d'élever Villars à la direction de l'Union, notant ses capacités supérieures et promettant de prêter allégeance si Villars devient empereur. Cependant, Villars refuse, expliquant que son grand-père désapprouverait que les membres de la famille se battent férocement entre eux pour des gains politiques. C'est la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne.